Chapitre 9. Le conseil d'Amphigica. La première année de Harry Potter arrivait à son terme. En parallèle, les 10 mois d'espionnage intensif près de Poudlard, à Préolard, sur le chemin de traverse, dans les différents estaminets, dans l'allée des embrumes, dans la forêt interdite, n'avaient pas été très fructueux. Il comptait sur quelques confidences involontaires d'élèves dans le Poudlard Express, le 30 juin, lors du retour dans les familles pour les vacances d'été. Désormais, il était immergé dans le monde sorcier. Seul l'intérieur de Poudlard et le ministère de la magie lui échappaient. Approcher le déluminateur tenait de la mission impossible. Pourtant, s'il pouvait le toucher de sa baguette, lancer un sortilège géminot, il tiendrait du concret que le Conseil des sages pourrait étudier et ensorceler. Mais rien n'y faisait. Albus Dumbledore se terrait au château. Les sortilèges mis en place autour du domaine et détectés par la baguette de vigne lui en interdisaient l'accès. Pas une seule fois, le directeur n'était venu à Préolard, tandis qu'Orion y faisait de trop fréquents séjours. La solitude lui pesait sur le moral, il était à bout. Les enquêtes et les interventions risquées lui manquaient. Alcyone lui manquait. Même une simple bulle d'information de Cassiopée aurait suffi à son bonheur. Rien ne se passait, et l'inaction le rendait fou. Il était décidé. Après la journée du lendemain, du retour dans les foyers, il se rendrait dans la cité d'Amphigica. Il ferait part de ses découvertes au conseil. Puis, selon les résultats, il plierait bagages et s'installerait au chaudron baveur, le temps de se dégoter un logement sur le chemin de traverse et, pourquoi pas, un travail dans le monde des sorciers. À tout hasard, il passa la journée du 29 à ranger, nettoyer et mettre ses affaires en ordre. La locomotive noire et rouge numéro 5972 patientait, cheminait fumante en gare de Préolard. Muni d'un ticket en règle, Orion était monté à bord avant tous les élèves. Juste avant de se présenter au guichet et d'acquérir un billet, il avait pris soin de modifier son allure et son visage à l'aide d'un maléfice cuisant revu et corrigé à sa sauce. Sa longue chevelure brune avait été raccourcie et teintée de roux. Il était barbu et affligé de quelques cicatrices sur la pommette gauche, le front, l'avant-bras droit et la gorge. Il aurait presque pu passer pour un Weasley. Encore un. Des adultes, souvent des professeurs, empruntaient parfois le train du monde sorcier. C'était inhabituel, mais pas insensé. Quant à la transformation physique, elle ne se justifiait que par la présence de Harry, bien qu'au bout d'une année, le jeune garçon ait pu oublier son très discret voisin de Little Winging. Tout à coup, entre les chuintements et les jets de vapeur de la locomotive, il perçut des bribes de conversation. Les élèves arrivaient par vagues successives et montaient à bord des wagons. Intimidés, les plus jeunes passaient leur chemin dès qu'ils découvraient sa présence dans le compartiment. Au fur et à mesure du remplissage, certains hésitèrent de plus en plus à franchir le pas. Ce fut finalement un visage connu qui entra. « Bonjour, je peux m'installer ici ?»« Bien sûr, » répondit Orion. « Merci, je m'appelle Olivier Dubois. »« Enchanté, Alcyone Tory. » Il avait reconnu le gardien de but et capitaine de l'équipe de Quidditch de Gryffondor qui s'était illustrée tout au long de l'année grâce, entre autres, à Harry et ses talents d'attrapeur. Olivier posa ses malles dans les compartiments en hauteur et déballa la gazette du sorcier. Il survola les articles, l'air agacé. Incroyable. Quoi donc, jeune homme ? Il n'y a pas un mot sur les événements survenus dans l'école. Il secoua le quotidien. Que s'est-il passé ? Vous n'êtes pas au courant ? L'année a été mouvementée. D'abord, un troll des montagnes sorti des cachots nous a terrorisés. Il a failli tuer plusieurs élèves. Harry, Ron et Hermione sont passés à 2 doigts de périr dans les toilettes. Harry ? Potter ? Le célèbre sorcier ? Lui-même. S'il avait péri, j'aurais dû trouver un nouvel attrapeur. Difficile d'en dénicher un aussi bon. En plus, il a failli mourir une seconde fois il y a quelques jours. Vraiment ? Notre professeur de défense contre les forces du mal voulait voler un objet caché dans le château. Une chose
si importante que les enseignants et le garde-chasse l'avaient protégé de plusieurs façons. Il avait passé toutes les épreuves lorsqu'il a été mis en échec par le même trio. C'est Harry Potter qui a mis fin à ses agissements. Vous vous rendez compte ? Pas une ligne sur cette affaire. Le professeur Quirrell, un traître, un voleur, qui a poussé le vice à jouer un double jeu, à saouler notre infortuné gardien des lieux et des clés pour lui soutirer des informations. Pauvre Hagrid. D'après Potter, il était rouge de honte. Le nom fit un tilt dans le cerveau. Quirrell, présenté par Hagrid à Harry l'été dernier au chaudron baveur. Voilà pourquoi le voyageur inconnu croisé à la tête de sanglier lui semblait familier. C'était cet individu enturbané. Le policier tenta un coup de poker. Étrange, en effet, ce silence des journaux. Ce professeur n'a pas fait tout ça pour délester Albus Dumbledore de son déluminateur. Dubois ricana et se reprit. Non, non, cette babiole ingénieuse ne l'intéressait pas. On a tenté d'en savoir plus, mais Harry est resté vague sur le sujet. Enfin, les bruits courent qu'il serait de retour et qu'il cherchait une arme pour retrouver sa puissance passée. Il ? Qui ? Vous savez qui ? Celui dont on ne prononce pas le nom. Lui ? Vraiment ? Ce serait terrible, oui, effroyable. Ah, nous partons. Bien, fit Orion, tandis que Harry, Ron et Hermione passaient dans le couloir. Le jeune sorcier à la célèbre cicatrice gardait quelques séquelles de son affrontement avec Quirrell. Le trajet ne fut guère plus instructif. Dubois fut assez volubile et s'intéressa surtout à son compagnon de voyage. Celui-ci lui servit une vie inventée sans chercher trop loin, puisqu'il s'appropria les récits et les exploits d'Alcyone Tory, son ami. Il justifia ainsi ses nombreuses et impressionnantes cicatrices. Arrivé à King's Cross, l'homme était convaincu que le déluminateur était sous-estimé, en possession d'Albus et nullement la cible d'un quelconque mage noir. Il descendit du train, la boule au ventre. Il vit les Weasley revoir leur mère, Hermione ses parents, des Moldus, et Harry être embarqué presque avec honte et brusquerie par l'immonde Vernon Dursley. Il demeura immobile sur le quai 9¾ jusqu'à ce qu'il se vide. Mu par un sursaut d'énergie, il se décida à passer le mur et à rejoindre le Londres qu'il avait quitté sans regret. Le choc fut terrible. La population de la capitale trancha avec l'air pur de Poudlard. Les klaxons et les ronflements de moteurs n'eurent rien en commun avec les gazouillis des oiseaux ou le galop des centaures. La froideur des Londoniens tranchait avec la chaleur d'un Tom, d'un Hagrid ou d'une Rosmerta. Il courut vers le point d'eau le plus proche et transfluida dans les toilettes du chaudron baveur. Une fois dans la salle, il fut accueilli par le sourire de Tom, le tavernier, réconfortant. Magico-amphibio, locution grecque signifiant amphibien magique, ayant donné son nom à la cité enfouie sous les eaux hawaïennes, au pied des volcans. Après un petit déjeuner copieux, suivi d'un bain relaxant, Orion s'était préparé. Il avait averti Tom qu'il s'absenterait quelques heures ou quelques jours pour raisons personnelles, qu'il entreposerait ses effets personnels dans la chambre louée la veille et qu'il comptait chercher un travail ainsi qu'un logement dans l'été. Tom n'y avait vu aucune objection dans la mesure où les galions tombaient dans son escarcelle. Peu avant 8 heures du matin, il fit couler un peu d'eau dans le tuyau d'évacuation de son lavabo et s'engouffra en une fraction de seconde. Le voyage lui parut durer une éternité, mais en réalité, il n'excéda guère une 60aine de secondes. Il prit fin non loin de 2 pics de lave sous-marine, figés depuis des millénaires. Au-delà, s'étendait un sol chaotique, déchiré par le magma terrestre, balayé par les courants marins. L'illusion était parfaite. Aucun plongeur moldu n'aurait eu la témérité de s'aventurer dans cette contrée cauchemardesque. D'un mouvement sec des pieds, il se propulsa en avant, glissant comme une anguille dans le liquide salé. Sa combinaison d'amphigykien, un uniforme émeraude sans aspérité, améliorait la pénétration. Dès qu'il eut franchi la frontière symbolique de 2 colonnes de concrétion magmatique, il discerna une immense bulle troublée par des remous. Les tourbillons n'avaient rien de naturel,
et constituait une barrière magique détectant menaces, armes et dangers de tout poil. De fait, il s'était momentanément séparé de sa précieuse et enthousiaste baguette en cèpe de vigne par crainte de déclencher des alarmes. Hélas, l'effet de discrétion escompté n'eut pas lieu. Une alarme stridente se déclencha et fut sur le point de lui percer les tympans. Un cave inimicum sur ma présence, ou sur tous les bannis? Ces interrogations internes furent de courte durée. 2 compatriotes apparurent à ses côtés. À leur allure inamicale et à leur médaillon rougeoyant, il sut que les festivités pour son retour n'étaient pas à l'ordre du jour. Le sortilège Brachioligo, non formulé par les 2 amphibiens, l'entrava au-delà du raisonnable. Il ressemblait à un rôtier aux algues. Il voulut protester, mais les médaillons s'agitèrent et il récolta un silencio en prime. Il pouvait toujours fuir en transfluidant, mais, sans aide, il mettrait des heures à se défaire des sorts. Même avec le concours de sa baguette, ce serait une sinécure, car son modeste niveau de magie exigeait de prononcer les sortilèges à haute voix. Il abandonna toute résistance. Les 2 guerriers le traînèrent aux portes de la bulle protectrice. Les 3 hommes touchèrent le sol rocheux et sablonneux. Ils s'avancèrent et s'enfoncèrent dans le dôme magique. À l'intérieur, ils purent respirer avec leurs poumons et leurs branchies s'effacèrent. Le jeune sorcier reconnut les lieux. Ils étaient près du bâtiment sphérique de production des corps d'hôtes d'accueil. Au lieu de la contourner, les geôliers choisirent de la traverser. Après le conseil des sages et son assemblée, l'écloserie était la bâtisse la plus grande. C'était aussi la plus géométrique des constructions, basée sur la règle de 7. 7 couches, contenant chacune 7 travées en long, 7 travées en large, remplies d'alvéoles heptagonales. Le tout sur 7 étages. Chaque alvéole était alimenté par des milliers de tentacules d'anémones et de gorgones. L'ensemble du bâtiment reposait sur un plateau magmatique en mouvement. Ainsi, toute la structure faisait un tour complet sur elle-même en 7 secondes. Chaque habitant amené à travailler à l'écloserie devait observer une période d'adaptation, car le repérage dans l'espace posait un vrai problème. Les 2 gardiens interrogèrent un employé qui pâlit à la vue d'Orion Century. « Eh bien quoi ?» songea l'intéressé. « Il a peur des conséquences s'il me sourit ou s'il se fait du mouron pour moi ?» Le prisonnier jeta un coup d'œil aux alentours. Contre toute attente, toutes les alvéoles étaient occupées par des embryons à différents stades d'évolution. Il n'osa imaginer que les 2143 emplacements soient occupés. Si c'était le cas, cela signifiait que le rythme de dégénérescence de la population avait crû ces 10 dernières années dans de délirantes proportions. La méthode de développement des corps paraissait immuable. Monotrèmes, comme les ornithorynques, les amphigiquiens, mâles et femelles, s'accouplaient. La femme pondait 2 œufs au bout de 3 mois. Les précieux embryons en coquille étaient glissés dans les alvéoles. Les tentacules d'anémone se déployaient, adhéraient à l'œuf et le nourrissaient. Au bout d'une croissance de 15 mois, un amphigiquien, à la corpulence d'un adolescent, naissait. Au bout d'un processus mystérieux, les anémones et les gorgones expulsaient le jeune. Ceci n'était que la première étape de la Renaissance. La suite se passait dans une caverne, située non loin du conseil, la grotte aux bénitiers sacrés. « Suis-nous » ordonna l'un des gardes. Il obéit du mieux qu'il put, saucissonné de la gorge jusqu'aux cuisses. Il sautilla, empoigné par les 2 colosses. En chemin, il croisa de rares passants. Il était 20 heures selon le fuseau horaire d'Honolulu. Les familles dînaient, recluses dans leur intimité. Certes. Mais la cité ne lui avait jamais fait cet effet de désertification. Il tourna la tête dans toutes les directions à la recherche de signes vitaux. Les résidences étaient inhabitées, peu ou prou. Leur état s'était dégradé, faute d'entretien. Si les amphigiquiens en faisaient la remarque en assemblée, le conseil se défausserait sur les carences en personnel. Les bannis avaient bon dos.
Le trio se présenta à l'entrée de la caverne souterraine. Les parois granitiques, sombres, avaient été patiemment recouvertes de nacre phosphorescente. Une douce lumière baignait la cavité et lui conférait une atmosphère douillette. Ils firent quelques pas en pente jusqu'à la salle d'environ 50 mètres carrés. Au centre trônait un bénitier marin, énorme coquillage, rempli d'un liquide transparent bleuté, parcouru de billes lumineuses d'un blanc éclatant. Autour de la pièce maîtresse, adossée aux murs arrondis par la vitrification, se trouvaient 10 jeunes humains, tous différents, garçons et filles en proportions égales. Leur regard était l'unique point commun. Il était fixe, éteint. Près du réceptacle, une femme s'activait à remplir une coquille de liquide et d'une seule sphère lumineuse. Une tâche malaisée, car les lucioles se précipitaient pour être élues. L'employé tourna la tête et reconnut le prisonnier. Une amorce de sourire amusé se dessina sur sa face, très vite mis sous contrôle et assagit. Elle reprit sa mission, recueillit l'âme d'un défunt dans le bénitier sacré et porta la conque à la bouche d'un adolescent. Il avala le fluide et la lumière. Ses yeux s'irisèrent, son corps s'activa. Il balbutia. Bonjour, Cassiopée Cassini, je suis Vega Virgo. Bon retour à la maison. Merci. Reste ici, repose-toi un peu. Cassiopée reproduisit son manège avec les 9 autres réceptacles. Orion redressa la tête et constata à quel point le bénitier sacré était inoccupé par les âmes. C'était paradoxal. Pourquoi l'écloserie est-elle blindée d'embryons alors que le bénitier n'a jamais été aussi peu rempli? Ses gardiens attendaient que Cassiopée, promue au rang de prêtresse de la Renaissance, contre toute attente, en finisse avec l'introduction des âmes. Pas tout de suite, messieurs. La cérémonie des amulettes ne peut attendre. Je dois rendre des comptes à mes pères. Oui, madame. Elle invita les nouveau-nés à la suivre hors de la grotte. 9 d'entre eux s'exécutèrent. Le 10e, une jeune fille, trébucha et chancela. Cassiopée la soutint pour remonter la pente. Elle sentit la faiblesse du corps, son immaturité. Bien que le délai d'incubation ait été respecté, le nourrissage de l'embryon avait été pauvre. L'avenir de cette jeune créature était compromis. Le groupe se rendit à l'antre d'Alcyone, à l'abandon. La devanture avait été retirée et les étals empiétaient désormais sur la voie de circulation des piétons. Le tout prenait la forme d'un U sur lequel les médaillons étaient disposés à intervalles réguliers. Si l'ensemble du stock ne tenait plus dans la boutique, alors qu'Alcyone, disparu, ne l'alimentait plus, c'est que les restitutions d'objets magiques croissaient sans cesse, trahissant une dégénérescence accrue des amphigiquiens. Le visage d'Orion se décomposa. Cassiopée était tendue. « Mettez-vous en file indienne. Bien, toi, avance. Vas-y, tu effleures les médaillons. Si l'un d'eux te choisit, tu le sauras, car il se manifestera avec joie. » Le premier de la file commença le cérémonial. Lorsqu'il eut pris assez d'avance, la responsable enjoignit le candidat suivant à imiter le précédent. Le manège dura une vingtaine de minutes. Comme redouté, la séance fut une source de déception. Seule une amulette de corail rouge au cœur de Kraken se manifesta. L'heureux élu se nommait Acrabe Scorpi. Orion le connaissait, sa réputation sinistre de va-t-en-guerre lui collait à la peau. La combinaison magique, compatible avec lui, irait comme un gant à ce jeteur de sorts agressifs et guerriers. Cassiopée grimaça lorsqu'elle découvrit une escouade de gardes débarquée à l'issue de ses travaux. Ils empoignèrent les 9 adolescents, dépourvus de médaillons, sans ménagement, et les conduisirent hors du champ de vision d'Orion. Les dents de la sage se serrèrent, ses poings durcirent. « Madame » firent les gardes avec insistance. « Oui, je m'en occupe, vous pouvez disposer. » Les 2 sbires tournèrent les talons, sans se préoccuper du devenir de leur prisonnier. Il était toujours entravé et muet.
Le médaillon de son ami se mit à luire. « Emancipare, finité !» déclama-t-elle avec assurance, presque avec rage. « Merci, » fit Orion. « Te revoir me remplit de joie, mon ami. Je suis très heureuse, cependant ta venue tombe mal. » « À cause de cette bérésina à laquelle je viens d'assister ?»« Pas seulement. Les bannis n'ont pas le droit de revenir. Tu risques l'exécution pour cette bravade. »« Je dois parler au conseil des sages. »« Je m'en doute. Tu n'as pas pris ce risque insensé pour venir nous présenter tes hommages. Tu as été banni. Au même titre que ceux sans pouvoir, il n'y aura pas d'exception, d'autant que... » « Quoi ?» La femme tendit le cou en direction de la place centrale, vérifia les fenêtres des habitations au-dessus d'elle et adopta un ton encore plus doux. « Eh bien, écoute, je suis surveillée. Mes bulles d'information sont captées, filtrées, voire censurées. Il se passe des choses, Orion. La cité a changé depuis ton départ. Les bannis, tu sais maintenant, je crois que le conseil est pris de paranoïa, qu'il fait exécuter ceux qui n'ont pas de pouvoir, pour s'assurer qu'ils ne révéleront jamais notre existence aux humains de la surface. C'est insensé. On dirait qu'Amphijika est devenue une dictature. L'Assemblée des 50 n'a plus voix au chapitre. Je suis minoritaire et désavoué. Les autres deviennent fous. Ils veulent une guerre avec les humains. Orion secoua la tête, mortifié. Ils perdront. Je le sais. Les moyens guerriers des humains sont dantesques. Si des milliers d'Atlantes ont réussi à nous chasser autrefois, que dire des pouvoirs de l'humanité actuelle, dotés de 7 milliards d'âmes ? Il n'y a pas que les humains, Cassiopée. J'ai découvert un monde de sorciers, de puissants sorciers, qui connaissent nos sortilèges, les canalisent avec des baguettes. J'ai vu des créatures magiques, des choses folles comme leurs réseaux de cheminées qui servent à se déplacer, des balais volants, des personnages hauts en couleur. Ils ont une école de magie dirigée par un homme très puissant, un génie. Cassiopée, cet homme possède un objet incroyable que je soupçonne de pouvoir influer sur toutes les formes lumineuses, les absorber, les restituer. L'âme est une lumière comme les autres. Peut-être, je dis bien peut-être, que cet artefact et les sorciers pourraient nous aider à comprendre et lutter contre la disparition de notre peuple. Combien reste-t-il d'Amphigikiens ? 6 000 ? Moins de 4 000. Seulement ? Il n'avait pas anticipé cette brusque dégradation. Nous étions 10 000, et encore 9 500 au début du siècle. Le génocide s'accélère, tandis que le nombre d'embryons augmente. Comment est-ce possible, dis-moi ? Tu ne voudras pas savoir. Comment, Cassiopée ? Il force les femmes. Il y en a de moins en moins. Seuls les sorciers guerriers perdurent. Ils produisent des corps, sélectionnent les plus forts pour la cérémonie d'intronisation et jettent les autres. J'ai honte, Orion. Miséricorde. Il faut que cela cesse. Et j'ai peut-être la solution. Ce que tu me dis me remplit d'espoir, Orion. Il faut que le conseil des sages m'entende. Cassiopée haussa le ton, emporté par la peur, la haine, le dégoût du conseil et l'assurance de la stérilité de la démarche. Surtout pas. Tes révélations condamneraient les sorciers de la surface. Le conseil enverrait des guerriers pour les éliminer en premier. Mais pourquoi ? Je te le répète, la folie s'est emparée d'eux. Bon sang, mais comment les ramener à la raison ? On ne peut plus. Lorsque j'ai reçu ton message, j'ai voulu détruire le médaillon de corail noir, comme tu me l'as demandé. Il a disparu. Quoi ? Ils l'ont subtilisé et caché. Ils ont espionné mes bulles informatives et compris son immense pouvoir de destruction. Ils comptent l'utiliser. Ce médaillon contient un cœur de Léviathan. C'est une création de l'enfer, le mal absolu. Cet artefact est un lien privilégié, direct avec cette force démoniaque. Il va tuer. La femme l'attira dans la pénombre, entre 2 alvéoles d'habitation. Ils marchèrent jusqu'à la limite du dôme magique. Elle lui tint les mains et ses yeux se baignèrent de larmes. « Écoute bien mes paroles, Orion. Grave-les dans ton cœur à jamais. Suis ton instinct.
crois en toi. Poursuis uniquement ta mission, quoi qu'il t'en coûte. J'ai foi en toi, en ta réussite. Surtout, n'affronte jamais le conseil des sages, jamais. Et maintenant, fuis. Quoi? Fuis! Je t'en supplie, mon ami, déguerpis avant qu'il ne te tue. Transfluide. Elle le poussa à travers la paroi invisible et il se retrouva dans les eaux chaudes de la volcanique Hawaï. Il la vit s'effondrer en larmes au comble du désespoir. La mort dans l'âme, en dépit de l'alarme stridente déclenchée par sa présence, il se liquéfia. Cassiopée eut le cœur brisé et ne put lâcher qu'un mot d'adieu pour son amour perdu à jamais. Elle se laissa glisser au sol et pleura à chaudes larmes durant de longues minutes. Elle soupira, tenta d'esquisser un sourire pour croire au destin lorsqu'une goutte d'eau toucha son front. Une bulle d'information. Le conseil n'avait pas traîné pour réagir. Elle laissa la messagère entrer en elle par ses branchies. La voix du plus virulent des sages, Major Ursuli, membre fondateur d'Amphigica, résonna en elle. « Cassiopée Cassini, vous êtes convoqué ce jour à 22 heures en séance extraordinaire pour répondre de vos actes contraires au premier amendement de la loi amphigicienne sur les contacts avec des ennemis de la nation. Dans le cas où vous opposeriez une résistance, le Conseil userait des moyens coercitifs à sa disposition. Toute tentative d'échapper à la présente convocation serait assimilée à une haute trahison et punie de peine capitale. À partir de cet instant, vos droits, devoirs et fonctions sont suspendus et votre médaillon doit être remis aux gardes en faction devant l'entrepôt Tori. » Cassiopée, abasourdi par la soudaineté et la brutalité de la décision du Conseil emmenée par le tribun extrémiste, enragea. Cependant, entre un procès suivi d'une exécution si elle obéissait, un massacre assuré si elle se rebellait et un risque d'abattage si elle tentait de fuir, les statistiques l'emportèrent. Elle tâta les poches de sa tenue. Elle avait ce qu'il fallait sur elle. Elle se glissa entre les habitations en direction de la place centrale. Il y avait des gardes à sa recherche, mais ils se dirigeaient vers le conseil. Elle tenta sa chance et courut jusqu'à la grotte de la Renaissance. Personne ne l'avait aperçue. Elle descendit et s'approcha du bénitier sacré. Elle avait fondé cette cité et en connaissait le moindre secret. Elle n'avait pas tout avoué aux autres membres. Elle énonça une formule grecque à voix haute et intelligible. « Apocalypse toperas massas » révèle ton passage. Son médaillon émit une fumerole bleutée. Elle effleura le bénitier qui s'activa et s'éleva vers le plafond de la grotte, révélant qu'il reposait sur 4 colonnes et un plateau. Un passage d'1,50 m de hauteur et de 60 cm de largeur. C'était suffisant pour qu'un humain se glisse en dessous. Cassiopée passa entre les soutènements de pierre et emprunta un escalier très étroit, s'élargissant au fur et à mesure de sa progression. Finité. Le bénitier reprit sa place initiale et la femme fut plongée dans l'obscurité. Lumos maxima. Le médaillon de corail bleu au cœur de Canfruche émit un faisceau digne d'un phare maritime. Elle se contenta de poursuivre sur les marches jusqu'à un tunnel plan. Elle progressa à vive allure pendant 200 mètres environ, jusqu'à ce qu'un grondement soit audible. Elle déboucha sur une salle immense où une rivière chaude et souterraine serpentait. L'atmosphère était saturée de vapeur et la température de l'eau excédait les 70 degrés. Elle devait se concentrer et ne pas perdre une fraction de seconde. Elle plongea dans le liquide brûlant et transfluida avant que la brûlure n'atteigne sa chair.